Médias-Sorare. Médias-Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du podcast Médias-Sorare. Médias-Sorare, c'est un site d'actualité qui diffuse des articles, des analyses, ainsi qu'un service d'accompagnement personnalisé pour ceux qui désirent se lancer ou s'améliorer dans le jeu. Alors, lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Marine, alias Marine Vose, streameuse Twitch, ex-gameuse pro et manager d'une très très belle galerie. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume, alias coach Nasser, mon premier invité qui va nous parler de foot, mais qui est également spécialiste NBA. Salut Guillaume. Salut Mehdi. Écoute, je suis très heureux de pouvoir t'accueillir sur mon podcast. Après, on s'est rencontrés au mois de juin, le jour le plus chaud de l'été. Ah, c'était une belle soirée d'ailleurs. Et plaisir retourné. C'est vrai qu'on s'était pas eu depuis, et puis... Ouais, quelques petits échanges comme ça. C'est une belle soirée, arrosée. Voilà. Ouais, voilà. Pour planter le décor, c'était la fameuse soirée organisée par Sorare Monaco au bar australien là, au Hall. Salut d'ailleurs. Et voilà, exactement. Et puis on s'est rencontrés là-bas pour la première fois. Ça a terminé, bien arrosé et bien endiablé sur la piste jusqu'aux petites heures du matin. Et j'ai beaucoup aimé en tout cas notre première rencontre à Paris. Et écoute, je suis vraiment aussi très content de pouvoir t'accueillir. Alors pour nos auditeurs, tu es manager foot, mais également spécialiste NBA et tu vas ouvrir le bal, disons pour analyser ce nouveau sport qui me passionne très particulièrement, et toi aussi, et pour expliquer un peu comment est-ce que tu envisages le gameplay, le jeu, enfin bref, tu vas nous expliquer tout ça. Très bien. Alors tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs? Oui, alors je Guillaume de mon prénom, j'ai 37 ans, je suis marié avec un enfant, je suis originaire de Paris, je suis passé aussi par Orléans, Lyon. Aujourd'hui, je réside à Issy-les-Moulineaux, à côté de Paris. Et autrement, je suis un ancien judoka. Je bosse dans l'univers des médias télé pour un grand groupe audiovisuel qui commence par C, qui finit par plus. Ça fait 10 ans maintenant. Et je bosse aussi dans le milieu du sport business, du management sportif depuis 15 ans. J'ai monté une plateforme d'intermédiation qui met en relation les athlètes avec des annonceurs. Donc c'est vraiment orienté sponsoring sportif. Et autrement, dans une deuxième vie, j'aurais aimé aussi être data scientist, parce que j'ai vraiment un amour des chiffres, tout ce qui est traitement, analyse, big data. Et pour te donner une idée, aujourd'hui, tu vois, je passe à peu près 5-6 heures par jour sur Excel, depuis, ça doit faire 2-3 ans. Quoi. Pour Excel, Sorare ou en dehors? Pour le travail principalement, mais pour Sorare, je dois bien passer 2-3 heures quotidiennement sur Excel. Ah ouais, je préfère avoir mes propres analyses. Alors bien sûr, on en discutera, tout ce qui est Sorare Data et autres plateformes incontournables, c'est une grande utilité. Mais si je peux me fier à mon opinion perso, je trouve que c'est un plus. Écoute, tu nous vas nous expliquer tout ça. Alors, judoka, t'es quoi, en compétition? C'est un tournoi, j'ai fait 22 ans de judo. Alors, j'étais passé par Orléans parce qu'il y a un pôle France à Orléans qui était à l'époque le meilleur en France. J'ai eu un titre de champion de France junior quand j'évoluais dans la catégorie moins de 73 kilos. Alors aujourd'hui, je fais plus le même poids. Ça fait à peu près une dizaine d'années que j'ai raccroché le kimono et je me suis orienté sur d'autres sports en termes de pratique aujourd'hui. Comme le foot, comme le tennis, je pratique une fois par semaine le tennis et la natation. Alors là, je me suis voué d'amour pour cette discipline depuis 3 mois, depuis cet été. Et j'ai même pris ma licence là où je nage tous les jours. J'ai une piscine à côté de chez moi et je peux te dire que ça requinque et ça me remet les idées claires. Pour regagner un physique d'enfer. Entre le tennis et la natation. Arrivé à un moment donné, il faut se reprendre en main, je pense. Et j'ai eu ce déclic cet été. Pourtant, sur une piste de danse, franchement, physiquement, t'étais bien quand même. Je sais vraiment pas danser. Il faut que je prenne des cours, d'ailleurs. T'es plutôt un bon danseur, de mon souvenir. Ouais, ça va, je peux me débrouiller encore de temps en temps. Et alors, donc, tu travailles dans l'univers des médias, et que fais-tu exactement dans ce groupe assez connu qui termine par plus? C'est un groupe qui facilite énormément la mobilité en interne. Alors, en d'autres mots, tu peux accéder à des métiers
pour lesquels il aurait été difficile de postuler, c'est-à-dire que sans forcément prouver de compétences en matière sur certains secteurs, mon groupe te permet de pouvoir évoluer sur différents métiers. J'ai eu la chance du coup en 10 ans de faire une multitude de missions, de métiers très variés qui vont du service client au commerce, au marketing. J'ai travaillé pendant un an au service des sports où j'avais à charge de découper l'ensemble des matchs, donc principalement pour la Ligue 1 et je combinais donc toutes les séquences clés pour chacun des matchs et en vue de pouvoir réaliser des montages pour faire les résumés ou alors pousser les contenus sur des chaînes soit des documentaires ou des chaînes d'information et c'était très intéressant. Aujourd'hui, par contre, je fais de la logistique. Je touche à tout, et puis j'ai à cœur. Moi, j'aime bien, si tu veux, me plonger dans des nouveaux environnements comme ça tous les 2-3 ans. C'est pas que je me lasse vite sur un métier, mais j'ai plutôt la soif de découvrir et essayer de m'enrichir au niveau de mon panel de compétences, quoi, avoir un maximum de bagages. Ouais, dans ce que tu fais, dans l'univers, peut-être éventuellement dans moi-même créer une société à l'avenir. Mais non, en tout cas, je m'y plais bien. Et j'ai aussi une activité parallèle qui me prend pas mal de temps, où j'accompagne une centaine de sportifs de haut niveau, principalement dans des disciplines de sport amateur et olympique, en vue de leur permettre de trouver des sponsors, alors principalement pour qu'ils puissent financer leur saison. Il y a beaucoup de sports pour lesquels les mecs s'autofinancent, que ce soit les sports automobiles principalement, ou la plupart des sports amateurs. Tous n'ont pas un apport de la part du club ou des fédérations. Et c'est en ça que cette démarche de sponsoring, elle est quand même très fastidieuse. Tout le monde ne maîtrise pas tous les rouages liés à ses besoins, et c'est en ça que c'est aussi par passion que je le fais, mais ça peut permettre à nos athlètes français de redorer le blason lors des prochains Jeux Olympiques. Je serais fier d'avoir contribué à ça. Et donc là, tu mets quoi? Donc ta plateforme, elle met en relation en fait directement des athlètes professionnels avec des annonceurs. Sponsoring, je donne le nom. C'est directement une plateforme d'intermédiation où les marques prennent connaissance des projets, des porteurs de projets sportifs. Ça fonctionne un petit peu comme le milieu des influenceurs, sauf que ce sont des micro-influenceurs sportifs. Chaque sport a sa niche, chaque sport a sa cible, véhicule des valeurs qui sont différentes selon les disciplines. Et il y a une forme d'impact et d'engagement au niveau de la marque qui est complètement différent que peuvent l'avoir après les créateurs de contenu ou les influenceurs sur les réseaux sociaux. Après, moi, je vous invite à découvrir la plateforme. Ça s'appelle GM Sponsoring. C'est aussi une marketplace de services dédiée au monde du sport de haut niveau. Donc, il n'y a pas que le sponsoring sportif. Je mets aussi en relation des joueurs libres, que ce soit en basket, en foot, dans tous les sports co, avec des agents sportifs. J'ai un réseau d'agents sportifs. Donc, j'ai vraiment un rôle de d'apporteur d'affaires, mais d'intermédiaire. Apporteur d'affaires, ouais, tu mets en relation. Ouais, exactement. Ok, intéressant. Et aussi fan de data. Et t'es pas le premier invité. Et moi, évidemment, il y avait Tecoma, mais il y en avait d'autres aussi qui adoraient les data. Je me demande s'il n'y avait pas Paris Panache aussi. Donc, on retrouve beaucoup de managers qui ont cet amour pour les chiffres et les analyses. Donc, c'est intéressant. Tes passions, Guillaume. Bon, t'as parlé du tennis, de la natation. Coach Nasser, je présume que ah oui, alors évidemment. D'où ça vient Nasser n'était pas mon prénom, parce qu'on me le demande de temps en temps, mais c'était en lien avec Nasser, le président du PSG. Donc le PSG, je sais pas si on peut dire que c'est une passion, mais en tout cas je suis fan du PSG. J'ai un gros penchant, une expertise quand même plus portée sur la Ligue 1 que les autres championnats. Mais après j'ai aussi d'autres passions, la NBA notamment. Et j'adore la Formule 1 et le Tour de France. Ok. T'avais écouté le podcast avec Vincent Skyrock qui... je pense que si Sorare était voué à se lancer dans le monde du cyclisme, alors le Winamax le propose déjà dans son jeu de l'entraîneur. Il y a une forme je pense qu'il y a une formule applicable au modèle de Sorare, quitte à faire des Game Week hebdomadaires, mais après rien n'est impossible. J'ai vu qu'il y avait des rumeurs qui souhaitaient lancer pour des NFT au niveau golf. Golf, ouais, ça fait longtemps même qu'on en parle. Mais même le tennis, bon, chaque discipline présenterait ses contraintes et inconvénients, mais pour le cyclisme, on pourrait très bien imaginer de constituer une équipe de 5 coureurs pour une semaine de course. Après,
Et en tant que collaborateur, et en tant que collaborateur Canal+, tu payes ton abonnement ou pas? Ah, t'as dit le nom Canal+. Non, c'est partie des avantages. Bah ouais, je l'ai dit, écoute ici, franchement, c'est un podcast de niche et pour des spécialistes Sorare, donc c'est pas grave, on peut sortir les noms. Si toi tu le sors, y a pas de problème. Et non, j'ai la grâce de pouvoir bénéficier du plus grand forfait existant dans ce monde. Quand même. Le forfait Grand Panorama, qui équivaut à 120 € d'accès aux chaînes par mois. C'est déjà ça de gagner. Bon, la NBA, on va revenir un peu plus tard. Alors, fan du PSG, c'était le 3e invité de suite qui est fan du PSG, puisqu'il y avait avant toi Marine Vose, grand fan du PSG, et juste avant elle, Will Smith, Sorare, aussi grand fan du PSG. Bon, je le fais pas exprès pourtant. 3 fois PSG de suite. Alors, on va aborder évidemment la partie Sorare. Comment est-ce que tu as connu ce jeu? Avant Sorare, moi j'étais vraiment porté sur l'univers du fantasy sport que j'avais découvert via Winamax à l'Euro 2016 quand Winamax a proposé pour la toute première fois donc le JDE. C'était vraiment un nouveau concept à l'époque. Tu payais 2 € et tu pouvais aligner une équipe de 5 joueurs et j'avais remporté comme ça 300 € dès le 2e ou 3e contest. C'est un peu ce qui m'a aussi piqué au jeu. Au fantasy. Je suis devenu depuis on peut dire un gros joueur entre guillemets JDE et on m'a informé moi du lancement du projet de Sorare à son tout début en 2019. J'y avais jeté un œil. En 2020, j'ai un peu tardé et je me suis rendu sur l'interface de Sorare en 2020, j'ai trouvé vraiment que c'était invivable. Enfin, pour m'être moi habitué au système de jeu propre à la fantasy, j'avais beaucoup de mal à accrocher au nouveau concept de Sorare. Et ce n'est que l'année d'après, donc en 2021, que j'ai décidé de m'y lancer. Donc ça doit être autour de mars 2021. Ouais, je vois. 5 mars. Oui, donc t'as attendu quand même quoi, 1 an et demi avant de t'inscrire? Je regrette un peu, ouais. Ouais, forcément. Quand on voit les prix appliqués au début, dans les années 2020, c'était... Ouais, évidemment, ça a changé du tout au tout. Et c'est quoi qui te bloquait? C'était le gameplay? C'était la mise en page, le site web? C'est cette version bêta qui t'attirait pas du tout? C'était déjà le fait de pouvoir aligner tout type de joueurs sans contrainte de salaire. Si tu veux, dans l'univers fantaisiste, normalement, tu as toujours un modèle de cap points, comme un peu ce qu'ils ont cherché à appliquer pour la NBA aujourd'hui. Je trouvais qu'en forme d'équité sportive, ça rendait pas la tâche facile. Ouais. Et puis bon, après moi je suis pas très orienté crypto alors j'ai beau aimer si tu veux l'univers de la webtech, je suis pas trop à fond dans les cryptos. Alors il y avait la hype des NFT quand justement on m'a parlé du projet, mais j'accrochais pas forcément à tout cet univers. Et puis après réflexion, c'est vrai qu'en 2021 pour moi c'était comme une évidence, mais bon, c'est comme pour tout, tous les nouveaux projets au départ nous paraissent un petit peu abstraits quoi. Ouais, il faut du temps. Toi, t'as préféré, voir véritablement le démarrage avant de. Je mets souvent beaucoup de temps à observer en amont. C'est ce qui me pose problème dans la vie, mais si je ne comprends pas tout et que j'ai pas tous les tenants et aboutissants au départ, j'ai du mal à me lancer. Ouais, écoute, d'un côté, c'est pas plus mal. Et donc le 5 mars 2021, c'était quoi? C'était plus ou moins au moment de la levée de fonds avec Griezmann et tout. Hein. Il y avait eu l'effet de la vente Cristiano Ronaldo à l'époque, et je crois que c'était juste après l'annonce de la levée de fonds. Il y a eu un gros coup de com', c'est ce qui a déclenché chez moi l'envie de m'y lancer. Hein. Forcément, je pense que ça a c'était le signal que t'attendais en fait. Ouais, je trouvais ça quand même rassurant. Puis même en termes de crédibilité, je trouve que, Sorare pesait déjà dans le milieu en 2021, et je pense qu'à l'avenir, plus Sorare sera capable de renforcer son image et de renforcer sa crédibilité aux yeux du public, plus elle sera susceptible de pouvoir faire des levées de nouveaux managers, du moins de pouvoir influencer de potentiels nouveaux entrants. Surtout qu'ils ont engagé maintenant leur premier CMO, là, le Chief Marketing Officer. C'est ce qu'on attend un peu tous. C'est ce que la communauté attendait là. L'accouchement est long, la gestation est longue et l'accouchement il est encore loin.
Mais bon. Ça se fait un peu tarder, ouais. On a du mal à je trouve cerner complètement la stratégie marketing de Sora. On entend des rumeurs selon quoi des grosses campagnes marketing devraient voir le jour. C'est sûr qu'on a déjà quelques bandeaux publicitaires ou de la panoptique autour des stades et tout, mais pour moi c'est pas ça qui impactera les potentiels nouveaux arrivants. Je suis d'accord. Donc on va encore il faut des gros coups de com', et c'est en ça que les les annonces de levée de fonds, alors ça avait son impact, mais quand tu arrives à faire parler de toi dans la presse nationale voire mondiale, c'est quand même en termes d'impact beaucoup plus marquant, quoi. Tout à fait. On verra si... on va revenir un peu plus tard par rapport à la première ligue. Alors écoute, je vais vite présenter ta galerie. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, tu t'es inscrit le 5 mars 2021. Tu as une galerie qui est estimée aujourd'hui à 20 Ethers, donc plus ou moins $30,000. Tu as beaucoup de cartes. Tu as 97 cartes limited, 131 cartes rares, une carte super rare, donc un peu plus de 200, presque 230 cartes. Mais dedans sont mélangées les cartes de foot et également les cartes de basket. Tu as remporté pour le moment une compétition. Tu as un reward winning line-up d'un peu plus de 12%. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que tu as abordé le jeu au début, quel a été ton investissement, le montant que tu as mis au départ et comment est-ce que ça a évolué avec le temps? Alors en mars 2021, il n'y avait que les rares. À l'époque, les limited n'existaient pas. J'avais 1500 € d'ETH, moi, qui traînait. J'ai perdu foi un petit peu au Bitcoin et à l'ETH à cette époque. Donc je me suis dit pourquoi pas tout transférer sur Sora. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé initialement avec 1500 €. J'ai rajouté par la suite, je crois que je dois être autour de 12 000 € d'investis. Et puis je partais dans l'idée de me lancer pleinement dans le projet à fond, donc sur du long terme. Je voyais plus à horizon 10 ans. Et dans cette mesure-là, je n'ai ciblé au départ que des joueurs U23. C'était plus dans l'idée d'assurer un espèce de roulement continu de joueurs dans cette catégorie U23. Donc dans l'idée d'avoir des potentiels rewards, ça pouvait réalimenter ma galerie. Et puis le jour où ces joueurs-là ne seront plus éligibles à jouer en U23, c'est pas grave. Je me suis dit qu'ils pourraient quand même concourir dans d'autres contests. Alors ma stratégie au début, elle n'était pas encore très affinée. Même aujourd'hui, je cache pas que c'est un peu le fouillis. Il faut savoir que les statistiques à l'époque, quand je dis à l'époque, c'était quand même il y a pas longtemps, mais en 2021, donc il y a un an de ça, les stats n'étaient pas aussi poussées qu'aujourd'hui sur Sora Data. Donc je créais moi-même mes propres fichiers de scouting, je croisais pas mal d'indicateurs que je prélevais à la fois sur Transfer Market pour voir la valeur marchande réelle, sur les durées de contrat, sur SoFIFA. SoFIFA, c'est le site qui va répertorier tous les statistiques physiques et potentielles qui sont liées au jeu FIFA. Et je trouve que leurs stats sont assez représentatifs de la vie réelle. Je connais pas leur algorithme de traitement ou autre, mais je me suis fié pas mal à leurs notes de potentiel que je trouvais correctes. Et j'ai essayé de cibler du coup dans cette mesure que des joueurs à potentiel qui avaient une forme de value marchande, qui n'était pas très cher par rapport au prix du marché. Sauf que, comme beaucoup de joueurs, j'avais pas réellement conscience jusque-là de l'écart de rendement entre ce qu'on pouvait retrouver nous dans la vraie vie et Sora d'un point de vue du scoring. Et j'ai mis un peu de temps à accepter le fait qu'il fallait un peu plus s'orienter sur des joueurs méconnus ou qu'on dit nous méta Sora. Il faut vraiment mettre l'affect de côté, si je peux donner un conseil. Tout à fait. Un peu comme un Morioka à l'époque. Maintenant, exactement. C'est plus compliqué, mais un Morioka à l'époque c'était le joueur que personne ne connaissait mais qui faisait des scores de malade. Ou bien un Chesinha pour ceux qui attaquaient l'Asie. En même temps, ça, tu vois, pour un nouvel arrivant, je trouve que c'est quand même c'est plus dur de pouvoir poser des sous sur ce type de joueur, c'est quand même difficile de mettre l'affect de côté. Et donc tu l'as fait, t'as quand même passé le pas à un moment donné. Je l'ai fait. Alors j'ai du Mouktar aujourd'hui, j'ai quelques joueurs Metasora, mais je te cache pas que le nouveau scoring qui date de quand, le mois dernier ou il y a 2 mois, a un peu rebalancé certaines billes, certaines règles. Donc c'est un peu faussé ma vision que je pouvais avoir des fois sur certains joueurs. Mais bon, Sora c'est ça aussi, c'est du perpétuel renouvellement. Il faut toujours se mettre à la page. Donc
Donc il faut quand même avoir des idées claires constamment pour pouvoir faire les bons choix. Et donc qu'est-ce que je voulais dire, après quelques mois de lancement, je me suis quand même posé à un moment, j'ai essayé d'avoir une réflexion un peu plus poussée sur le moyen d'avoir un edge sur Sorare, comment faire. Et c'était au moment du lancement des Limited, donc après l'été 2021, j'ai testé ce que j'appelle moi la stratégie de la location, c'est-à-dire que plutôt que de se constituer un pool de joueurs pour la saison. Je vois beaucoup de joueurs sur Twitter ou managers qui partent dans cette optique d'investir un montant prédéfini à l'avance pour un pool de joueurs et qui le conservent à la saison. Je trouve que cette stratégie, elle est entre guillemets vouée à l'échec. Pourquoi ? Parce que il y aura toujours des joueurs qui ne constitueront leurs équipes que sur du sur-mesure, c'est-à-dire game week par game week, aller scouter les joueurs de manière à optimiser leurs équipes en fonction des match-ups. Et donc j'ai testé cette solution de savoir louer. Quand je dis louer, c'est que j'achète le joueur la semaine qui va précéder la game week et je le revends à l'issue de la game week, voire à midi pile une fois la clôture de la game week donnée. J'ai testé ça pendant un mois, mais c'est énormément de travail. Pour les limited, je participais peut-être à 6 ou 7 contests. Je me fixais pas de limite de prix. J'achetais même du Nkunku. Je me priais pas à acheter vraiment les superstars de l'époque juste pour une game week que je revendais après. Alors le souci dans ce système de revente quand tu es sur un marché baissier, c'est que forcément à la clôture de la game week, le joueur que tu loues perd en valeur. Donc il faut accepter le fait que tu perdras 10, 15 voire 20% sur les joueurs que tu loues. Mais j'ai trouvé que le jeu en valait quand même la chandelle parce que j'ai pu dégager un petit profit de 800 € sur ce mois de test. Mais bizarrement, j'ai pas souhaité continuer l'aventure dans ce système-là parce que ça demande énormément de temps et d'énergie et c'était pas compatible avec mon train de vie. Et quand tu gagnais ces 800 €, tu les as gagnés grâce aux rewards que tu as remportés en louant ces joueurs-là. Si tu veux, donc ça compensait la perte, que pour. Et oui, la valeur des cartes en reward revendues dans la foulée ont compensé largement les pertes, surtout quand tu tapes du T1, T0, c'est quand même plus rare, mais ne serait-ce que du T1, T2, c'est quand même bien rentable sur ta location des joueurs. Autant faut-il arriver à tout revendre dans la foulée. T'as certains profils de joueurs qui ne se revendent pas tout de suite. Et donc tu faisais ça avec tes limited tout en continuant ta U23 avec tes rares. J'étais quand même focus, je suis toujours un petit peu sur la U23 rare. Et ce modèle n'est malheureusement pas applicable sur les rares aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas suffisamment de flux de vente sur le marché secondaire. L'utilité n'est pas la même. Et mais après moi, globalement, je suis pas du tout orienté achat-revente. Moi, je suis pas trop orienté là-dessus. Pourquoi ? Parce que par manque de temps, parce que ça te fait pas kiffer, tu préfères le SO5 compétition. Ouais. Pour le dire franchement, oui, ça me fait pas trop kiffer. Je suis assez émotif. C'est plus l'aspect compétitif, moi, qui va m'intéresser. Donc le SO5, construire des équipes optimisées en vue d'aller chercher la win. On est deux à voir les choses de cette manière-là. Et ta stratégie, comment est-ce que tu l'as fait évoluer ? Parce que je vois que t'as encore quand même quelques limited. Est-ce qu'elle a évolué depuis alors, cette les période-là ? Les limited que tu vois, c'est probablement des joueurs NBA. Parce que ma stratégie évoluait, je te confirme. J'ai tout bazardé au niveau des limited pour me concentrer uniquement sur les rares. J'ai même pris le choix d'exclure ma champion Europe. Donc j'ai revendu, j'avais Paul Lopez. J'ai quelques joueurs corrects au niveau de la championne d'Europe, mais il te reste deux joueurs. Il te reste 2 joueurs de foot en limited. Ce que je n'avais pas remarqué, c'est que t'en as 3. 2 joueurs de foot. T'en as quand même plusieurs en MLB aussi, et c'est vrai que tout le reste, ce sont des joueurs NBA. Donc t'as backé tes limited de foot. Ouais, je m'y suis pris au moment un peu avant la chute du marché des limited, et j'estimais, si tu veux, de par l'investissement que j'avais mis, que de prétendre à des rewards qui valent entre 5 et 15 € pour le temps passé dessus, le jeu n'en valait pas la chandelle. Et j'ai voulu me dégager aussi du temps. Si tu veux, on a plus le même engouement qu'au début après plus d'1 an d'activité sur Sorare, et le fait de me concentrer uniquement sur les rares, ça m'a quand même dégagé pas mal de temps. Le plaisir est toujours le même, mais je passe beaucoup moins de temps
gens à pouvoir constituer. Ouais, tu préfères avoir un peu moins de choix en fait et de viser peut-être des plus sur belles. De la qualité et avoir moins de choix. Même si le choix, c'est indéniable, ça fait partie du cœur du jeu. Il faut quand même trouver une forme d'équilibre entre la qualité et la profondeur qu'on a dans ces galeries. J'aime bien avoir le choix globalement, mais. Et donc là, je regarde tes cartes. Tu as, c'est vrai que tu as pas mal du 23. T'as un peu d'América. Tu disais voilà Mukhtar. T'as Slonina comme gardien, qui a été transféré. Gonçalves quand même. Pavlidis. Tu dois être content là, qui revient de blessure. J'ai une infirmerie qui déborde un peu. C'est. Ouais, t'as Cherki, je vois. Maximiano. Maximiano, je l'ai aussi. Il est en mode DNP. Il a fait quand même quelques minutes en Serie A, on pourra dire que. Et il a fait 6 minutes. On y a cru. C'est son honneur. On y a cru à un moment. Bon, je pense qu'il va, honnêtement, je crois que c'est un vœu pieux, mais c'est plutôt de l'espoir, c'est qu'il va être prêté en hiver. Je le vois pas après, avec pour les gardiens, je trouve que la réflexion est un peu différente, mais moi je ne compte pas le revendre, bien sûr. Non, au point où il en est, honnêtement, autant le garder. Exactement. Tu as du Bouanga aux États-Unis, Cabella, du Turnbull. Tu as Simakan là qui vient de faire un énorme match hier. Et qu'évidemment, je n'ai pas aligné. Ouais, t'as des joueurs un peu irréguliers sur lesquels tu. Ouais. Et puis il était blessé aussi. À parier dessus à chaque game week, qui se retrouve du coup fréquemment sur le banc de touche. Et donc de tout joueur sur rare. Ouais, non, c'est clair. En plus, pour reprendre Simakan, il était sorti sur blessure au match championnat et claque. Voilà, il tape un sang. Ça fait partie quand on parle des émotions. Voilà, c'est le genre d'émotion que Sorare peut nous procurer. Tu as enlevé toutes tes limited en juin 2022. T'as mis une croix sur la Champion Europe et donc tu t'es lancé sur la NBA. Là, que t'as quand même beaucoup de cartes. J'ai dû avoir à peu près 5000 euros que j'ai réinjecté sur la NBA. Ouais. Donc en vendant, t'as pas rajouté quoi. C'est vraiment un transfert de ton budget foot vers la NBA. Et les joueurs se faisaient la remarque un peu sur Twitter, à savoir on observe qu'il y a de moins en moins de ventes sur le marché secondaire au niveau du foot. Même toi tu avais soulevé la question. C'est vrai que moi je ne rachetais plus rien sur les 2 mois qui ont précédé dès l'annonce de la sortie de la NBA, dès l'officialisation. J'ai arrêté j'ai mis une croix sur le moindre achat au niveau football, quoi. J'ai mis de côté pour la NBA. Et là, ton objectif, c'est quoi? Donc, tu continues en rare en foot. Ton objectif là, c'est quoi? C'est de vibrer, avoir quand même une All-Star pour avoir un rendement, prendre le premier ou deuxième palier à chaque game week, ça fait quand même plaisir aussi. Les paliers, c'est quand même indispensable. Ouais. Plus on pourra profiter de ça. Il faut pas s'en priver tant que Sorare nous le propose. Bien sûr. Sur l'année, ça fait quand même un revenu assez conséquent. Surtout que moi, ce que j'aime bien, c'est aller trouver des petits joueurs value, quoi, qui sont un peu au plus bas de leur prix, qui sont relativement jeunes, qui ont un potentiel. Mais alors, le terme potentiel, ça reste un peu vague. C'est toujours un peu abstrait. C'est difficile de déterminer le potentiel d'un joueur. Mais de voir un joueur éclore, c'est quand même un des rares kiffs que j'ai sur Sorare. J'ai perdu un peu de ma passion à chaque game week de constituer. Ça, c'est un peu réverbatif. C'est des tâches qui sont un peu redondantes, mais depuis l'arrivée de NBA, c'est vrai que j'ai un petit regain d'engouement sur le jeu, sur Sorare. Le système n'est pas du tout le même, et le fait de pouvoir jongler à la fois sur le foot, la MLB, la NBA, tous les jours tu sais qu'il se passe un truc, tu peux aller suivre les résultats de tes joueurs. Je trouve que ça occupe, c'est assez plaisant. Ça va, t'es toujours marié, ta femme, tout va bien. En suivant 3 sports. Elle comprend pas tout, mais elle me fait confiance. Donc ça va, tu te caches pendant la nuit en fait pour avoir du temps encore à passer en famille. Via Sorare. Ah non, les 3 sports, attends, c'est de la folie, c'est vraiment de la folie. Et surtout que t'as du choix, quoi. Surtout vraiment que t'as du choix. Donc tu passes du temps quand même à composer ta line-up. C'est là où il faut trouver. Je ferme la parenthèse, t'inquiète pas. Le choix c'est bien, mais limiter le choix, c'est mieux pour cérébralement s'en sortir. Ouais. Et donc là, ton objectif en foot, quel est-il? Est-ce que tu comptes idéalement, AS, si à terme U23 la priorité reste la U23, sauf que je trouve que ma Challenger a plus de potentiel que ma U23 aujourd'hui. Depuis surtout que Laurent Blanc a repris les rênes de Lyon, que mon petit TT au milieu de terrain ne vaut plus rien, que mon Akon est toujours blessé. Je me retrouve avec une équipe U23 un peu bancale, donc je mets toutes mes billes sur la Challenger en ce moment. Ok. Et donc là, tu continues, donc tu comptes aligner combien d'équipes
Et à chaque donc Game je fais une Week. focus, je pense là sur l'année qui vient uniquement sur la U23, la Challenger et les équipes paliers. Et puis à terme, si j'arrive à couvrir tous les contests rares, hors Asie, c'est vrai que l'Asie, bon ça ne m'intéresse pas. Et puis c'est des heures décalées ou autre. Enfin bref. Et si je pouvais sur l'ensemble des contests restants avoir 4 joueurs corrects par poste, je trouve que j'aurai la profondeur suffisante pour avoir le choix nécessaire et surtout pour passer du temps à analyser l'ensemble des scénarios possibles parce que j'aime bien aussi me triturer le cerveau à chaque Game Week. Ça c'est le quotidien, c'est le quotidien des managers Ouais, Sora. on est Comment dire, tu comptes rester aussi comme pour le moment un peu inactif sur le marché ou bien non, c'est temporaire le temps je que vais tu construises ton très pool certainement NBA. me repencher dessus une fois que j'aurai fini mon shopping en NBA, s'il n'est pas encore totalement terminé. Je me relancerai de nouveau. Ce que j'aime bien, alors quand je dis shopping, c'est le swapping, je trouve sur Sora est intéressant. De plus en plus de managers, tu le vois dans les pseudos, tu sais, proposent trade à 115%, 120%, 110%, bon, un peu comme Powell Trader. Et ça, c'est quand même plus très utile intéressant pour faire le ménage. Ouais. Et dès que j'en aurai l'occasion, que j'en aurai fini avec la NBA, je me repencherai sur parce qu'il y a quand même un gros tri à faire dans ma galerie. C'est un peu fouillé, pas. Et puis tous les joueurs inexploitables qui n'ont à mes yeux aucun avenir, je pense que je les swapperai. Je réduirai un peu pour optimiser ton pool, quoi. Et en NBA, donc là, c'est pour le moment, t'as pas de carte super rare. Est-ce que tu comptes aligner, comment dire, une équipe C'est quoi le nom là où tu peux aligner des rares et des super rares? Ouais, c'est tout ce qui est champion. Donc t'as deux contests, t'as le contender limité à 110 et puis la championne. La championne. Donc pour chacun de ces contests, tu peux mixer à la fois plusieurs types de rareté. Donc les rares et les limited. Et c'est vrai que ce qui est profitable dans le contest champion, c'est que tu es éligible à pouvoir gagner des super rares. Et le prix est quand même décent en super rare. J'avais pas, avec 5000 €, je estimais que j'avais pas quand même le budget nécessaire pour pouvoir, j'allais dire compétitionner, mais ça ne se dit pas, pour pouvoir être courir dans ces... dans compétitif. Pour être exactement, compétitif maintenant. Ouais. Bah écoute, c'est bien parce qu'en rare, t'as quand même des très très belles cartes. Alors avant d'attaquer ce sujet de prédilection évidemment qui est la NBA, je voudrais quand même faire un petit clin d'œil. Donc le Game Week toujours en cours. Elle finit demain à quelle heure? À minuit, c'est ça? Un peu plus tardivement, vers 4 heures parce que les matchs. Ouais, à la fin des matchs. À la fin des matchs de demain. Donc tu es pour le moment premier en rare contender, mais de loin premier. De loin, t'as quoi, 20, 30 points d'avance sur le deuxième. Et donc j'avais fait un petit tweet quand même en préparant l'émission. Je me dis mais c'est pas possible quoi. Marine qui passe juste avant qu'elle passe sur le podcast, elle fait un résultat incroyable. Et toi là t'es premier, donc le podcast peut continuer. Alors c'est dingue, à c'est dingue. porter C'est vrai chance. que t'avais déjà fait référence à cette anecdote. J'y avais pensé non, mais mon équipe. c'est quasi systématique. Mais vraiment quasi systématique, soit un peu avant, ou soit juste après, ou peu de temps après. Il faut que le... Ah, mais que veux-tu, c'est toi, c'est ton impact. Tu vois, je pensais que Magic Medi, ça venait de Magic Orlando, à la base. Mais oui, plutôt, mais c'est ça. Mais ça a pas le même impact sur l'équipe, qui a un 7 ou un 8. Donc, mais par contre, ça a l'impact sur les managers. On me dit, ouais, mais c'est facile. Les managers que t'invites, c'est des gros, alors que c'est pas tous des gros managers, non? Et, toi, je peux pas dire que t'es un gros manager, mais voilà, clac, boum, t'es premier. Et je souhaite vraiment que, à mon avis, vu le nombre de points que t'as en avant, je crois que t'es quand même bien parti. Le compère Jokic, qui n'a pas joué, qui peut taper des très hauts scores, mais j'ai eu la chance d'avoir le Paul George qui fait carrément son record de carrière il était en repos là depuis le début de la saison et là il a explosé. Mais en contender, c'est quand même rare de voir un Jokic. Enfin, il y a moins que dans le Champion, je pense. Même n'importe quel joueur au-dessus de 50 en contender, c'est compliqué. Bon ben voilà, vas-y. Développe. Et à terme, est-ce que NBA, tu as construit comment est-ce que tu as construit ton pool NBA? Au niveau stratégie, pour revenir un peu à le sujet d'avant, explicité pour le foot, moi, s'il fallait définir une stratégie pour le basket, j'aimerais à terme pouvoir couvrir le top 200 joueurs. Donc, tu as 600 joueurs à peu près en NBA. Tous n'ont pas d'utilité, mais tu as énormément de joueurs. Si tu veux, en NBA, tu as une hiérarchie des joueurs par poste. Tu as 5 postes, point de guard, shooting guard, small forward, etc. Et tous ces joueurs-là qui sont en statut numéro
numéro 2, numéro 3, à l'inverse du foot, où un numéro 3 à son poste n'a pas forcément les chances de jouer au cours d'une saison. Tu peux être garanti qu'en basket, à un moment donné, il aura du temps de jeu. Et je trouve que on a la stratégie adoptée par rapport au foot, elle est complètement différente. Ouais. Je comprends d'ailleurs qu'au niveau des limited, ils aient édité des cartes à 5000 exemplaires. Hein. Oui, c'est assez logique. C'est une ligue fermée avec seulement 30 équipes. Et comme tu dis, 600, ouais, c'est gros maximum, 600 joueurs, rien à moins. Mais globalement, s'il fallait que je définisse ma stratégie, j'aimerais pouvoir couvrir le top 200 joueurs, disons, les 200 premiers joueurs, progresser vers la division super rare par le biais de la rare championne, et je ne revendrai uniquement les joueurs pour lesquels j'aurai des doublons. Et peut-être pas tous. Comme tu as la possibilité d'aligner plusieurs fois le même joueur, si tu l'as en double, admettons, tu peux l'aligner sur 2 contests. Pourquoi ne pas profiter d'un bon spot quand tu l'as en doublon, quoi. Mais c'est là où toute la réflexion, parce que c'est aussi les bons moments pour revendre quand les joueurs sont en value. Ouais. Donc après, c'est un choix. Donc 200 joueurs. Tu cherches à atteindre la barre des 200 joueurs différents. J'ai déjà presque une centaine de joueurs, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est quasiment la moitié du championnat, parce que t'as quoi? T'as vraiment des joueurs actifs. Bon, hors blessure, on sait très bien, une saison NBA, c'est très très long, vu le nombre de matchs, la fréquence de matchs et tout. Mais t'as quoi? T'as 12 joueurs plus ou moins par équipe, fois 30, t'as 360 joueurs plus ou moins. Donc là, 200, en fait, tu passerais quasiment la barre de la moitié des joueurs qui vont véritablement jouer, quoi. Ouais, mais je vais t'expliquer pourquoi après. Bah vas-y. Alors, déjà, pour la NBA, donc il y a une différence de stratégie foot NBA. Tu vois, pour les puristes, le système de 4 points, ça est vraiment que propose sur la NBA. C'est quand même beaucoup plus en adéquation avec le vrai fantasy sport, tel qu'on a l'habitude de le voir. Ça offre, ce que je disais tout à l'heure, une certaine forme d'équité sportive. Néanmoins, ceux qui auront plus de profondeur, bien entendu, bénéficieront d'un avantage. C'est un peu en ça que je voulais, dès le départ, aller chercher les joueurs de banc pas cher, pour ne pas avoir à payer le prix fort les jours où j'en aurais besoin. Okay. Donc toute la difficulté de l'exercice pour moi, c'est de trouver les joueurs value. Quand je dis value, c'est qu'ils ont un faible L10. Donc L10, les 10 derniers scores enregistrés pour les 10 derniers matchs joués, j'entends bien. Parce que ce que j'avais l'habitude de faire et qui était plutôt payant sur le JDE, je pense que ce modèle est applicable sur Sorare, à savoir d'aligner un GOAT, 2 role players, comme on dit, de joueurs corrects, quoi, qui ont du 34 minutes de temps de jeu, et de merguez, qui ont des L10 vraiment faibles. C'est ces petits joueurs value qui, pour moi, peuvent faire la différence uniquement pour pouvoir prétendre à jouer la gagne. Et ça, tu parles de contender ou tu parles de la compétition champion? Alors, contender. Contender, on est limité à 110. La champion, c'est encore autre chose. Tu peux pas mettre n'importe quel GOAT. Non, un GOAT au-dessus de 50, je pense pas que malheureusement tu aies la place de le mettre. Mais au fil de la saison, les moyennes fluctuant à la baisse ou à la hausse, je pense que tu auras toujours quand même un GOAT accessible en dessous de 50. C'était le cas d'ailleurs sur cette Game Week pour Paul George, qui était autour de 42, je crois. Ouais. Et forcément, alors en ce moment, tu as Embiid ou Paul George parmi ce qu'on appelle les GOAT, même s'ils sont peut-être pas vraiment dans ces mêmes catégories de joueurs. C'est des joueurs qui sont capables de te faire un 60-70 et régulièrement. Et donc, en positionnant un joueur à 45, ça t'offre quand même la possibilité de caler 2 autres joueurs à 25 et 2 joueurs qui ont une note en dessous de 10. Les joueurs qui ont des notes en dessous de 10, ça va être essentiellement des joueurs qui vont faire leur première apparition ou qui vont bénéficier d'une blessure d'un role player. C'est en ça la complexité d'aller quand même se documenter, d'aller suivre les actualités en lien avec la NBA, mais c'est quand même très volatile. Ouais. Ça change. En basket, ils jouent plus de 80 matchs à la saison. Ils sont amenés à jouer des fois 2 matchs en 2 jours. T'as des déplacements qui sont plus ou moins longs. Ouais, donc le facteur fatigue en basket est quand même non négligeable. Et les chances de voir des jeunes joueurs avoir du temps de jeu, quand même beaucoup plus appréciable qu'en football. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est pour sa stratégie contender, stratégie champion. Là, par contre, on peut mettre un super MVP, GOAT. donc autant caler le L10, forcément, c'est par défaut celui qui aura le plus gros score. Ça te laisse quand même un budget de 120
points, on peut appeler ça comme ça, pour 4 joueurs. Donc avec 120 points, c'est là toute la réflexion. Est-ce qu'il faut aligner 4 joueurs à 30 ou je pense que c'est les joueurs à 30 sont quand même des role players. T'as qui en joueur à 30? Tu peux trouver du John Collins, tu dois avoir du Jalen Brown pas très loin. T'avais Trae Young en ce moment dans les 35. À 34, un truc comme ça, ou 35, ouais. Donc la stratégie champion, elle est quand même plus sexy sur le papier en termes de joueurs connus. Hein. Tu peux aligner vraiment des grosses stars et te faire plaisir, entre guillemets. Mais moi j'aime bien aussi cette stratégie de pouvoir aligner du coup 2 GOAT, le MVP en question, plus un autre GOAT qui va te coûter à peu près 45, voire 50 max. Et même avec un joueur à 45, t'as quand même la possibilité de mettre 3 joueurs à 25. Et dans les joueurs à 25, si tu cherches bien, t'as quand même des très bons joueurs qui à un moment donné dans leur saison vont être confrontés à des bons match-ups. Tu vois, je sais pas, t'as du Kelly Oubre, du Dylan Brooks, tout ça doit être 25, Clarkson un peu plus cher. Des shooters fous. Et comme le pourcentage au shot n'est pas pris en compte, c'est pas grave, quoi. Ouais. Tu prends maintenant j'ai oublié le premier joueur que tu as cité, Kelly Oubre. Lui, il a un pourcentage au shot assez dramatique. Clarkson, on peut pas dire non plus que c'est plus précis, mais bon. Et puis un autre élément clé que je trouve génial, c'est de pouvoir profiter d'un joueur qui a plusieurs matchs au cours d'une même game week. Ah ouais, ça te double tes chances de voir ton joueur performer, ce qui n'est pas possible en foot. Et c'est là où ça vaut le coup de prendre le pari de mettre des joueurs un peu méconnus, qui ont peu de temps de jeu. Mais tu sais, en basket, il suffit que ton numéro 1 fasse 4 fautes rapidement, que tout de suite le joueur de banc regagnera du temps de jeu. Et comme tu le disais, on ne tient pas compte du déchet. Du coup, il suffit qu'un joueur, un bon shooter et la main chaude, qui enchaîne les paniers à 3 points, sachant que pour chaque 3 points marqués, tu as un petit bonus d'1 point. Des joueurs comme Trae Young, Curry, Lavine, etc., ça peut monter haut dans les tours. Ça peut monter vraiment vite. Moi, je sais pas si tu avais vu, j'avais fait un tweet, j'ai pas l'habitude d'être négatif, et c'est pas question de négatif, mais j'avais émis une critique sur Twitter par rapport au gameplay. Au début, j'étais hyper emballé, et puis j'étais moins emballé, mais j'avais expliqué que le gameplay tel qu'il est aujourd'hui, je le trouve vraiment très intéressant, et vraiment parce que ça permet de redistribuer les cartes et ça permet de donner la chance à tout manager de performer. Après, c'est au niveau du temps, parce que clairement, moi c'était un peu mon souci. Je me dis ok, c'est pour ça que je parlais vraiment en mon nom, c'était mon avis personnel. C'est quand t'as pas trop de temps et que là tu dois faire attention à toute une série de paramètres, c'est chronophage. Finalement, je me suis quand même lancé. J'ai acheté principalement des limited, des rares, parce qu'il y a le côté fun quand même qui est là. Mais c'est vrai qu'une des solutions, ça ferait à la limite comme toi. Donc tu m'as donné la solution à mon problème, c'est j'achète 200 joueurs et puis je les... En plus, maintenant que Sorar Data fait ça très bien, en un coup d'œil, même si t'as pas beaucoup de temps à passer, il suffit de prendre les joueurs pour lesquels ils ont un différentiel de points par rapport à leur LD, ce qui est positif, que ça te permet d'aligner vraiment rapidement une équipe potable, quoi, sans trop y connaître. Donc ça va. Donc voilà, la technologie arrive à compenser le temps à passer dessus, quoi. Mais c'est pas comme le foot, c'est quand même difficile de se constituer. Tu peux pas te constituer un stack en disant j'achète ce stack de joueurs pour la saison. Ça, oubliez, ça ne marchera pas. C'est clair. Les notes, elles fluctuent sans arrêt au fil des matchs, des game week, et en prenant en considération de ce fait-là que les LDs fluctueraient au rythme des performances, t'es obligé, t'as pas le choix de faire un scouting régulier, et effectivement ça prend du temps. Donc soit ton scouting tu te le fais d'emblée avant d'être confronté à ces problématiques, soit tu achètes sur mesure game week par game week, au risque de voir leur prix bumper. Okay. Et donc toi ta stratégie là maintenant, c'est continuer à faire grandir ton pool de joueurs, donc tu vends rien pour le moment, sauf évidemment doublon, mais si jusqu'au moment où tu as ce pool de joueurs, et puis à ce moment-là tu vas commencer en fait à les vendre. Bon, dans l'idée après comme on se remet en question on peut toujours, continuellement sans savoir, ça peut vite changer, mais le projet est là à peu près. Okay. Bon, les statistiques quels sont les sites en fait que tu utilises pour justement construire ton pool? T'as parlé de Sorar Data avec les statistiques, mais tu utilises pour moi, certainement d'autres plateformes. C'est RotoWire, vraiment. Moi, j'ai souscrit un abonnement à titre perso que j'exploitais déjà pour le J2 de Winamax. Chaque jour, RotoWire te fournit une base conséquente de données, notamment sur les projections. Et leur gros plus, c'est qu'ils
ils ajustent les projections à la moindre actualité, tu vois, à la moindre blessure. Tu as un mouvement des données quasi en temps réel. Et tout ça, en plus, est extractable sous format Excel, que après tu peux retravailler sur tes propres fichiers. Donc je m'appuie vraiment essentiellement sur RotoWire, mais comme Sorar est en partenariat avec RotoWire, Sorar Data a pu récupérer l'ensemble des données de RotoWire et maintenant fait profiter un peu tout le monde. Donc c'est en ça où, là où les vrais puristes avaient un edge, en allant se renseigner sur des sites spécialisés, aujourd'hui on est tous à peu près à égalité. La seule différence ou la seule forme d'edge que tu peux avoir, c'est de te renseigner en temps réel, de réajuster continuellement son équipe. Je trouve qu'il va être compliqué de faire une équipe la veille, par exemple. En basket, c'est vraiment particulier. Des fois, t'as les joueurs, t'as l'info dans les 15 minutes qui vont précéder la rencontre, voire tu seras obligé de prendre un pari qui va jouer, quoi, sans en être certain. Et c'est en ça qu'il faudra, je pense, la plupart du temps, attendre le dernier moment pour affiner et constituer son équipe. Ouais, moi, les 2 dernières Game Week, parce que j'ai participé pour le moment qu'à 2 Game Week, la deuxième là est toujours en cours, j'ai acheté mes joueurs quasiment en 3-4 heures avant le début, mais c'était principalement par manque de temps, pas parce que j'attendais de voir qui allait jouer, qui est questionable, comme ils disent aux États-Unis, donc qui est incertain de participer au match, et donc voilà. Mais c'est vrai que on retrouve un peu ça, je trouve, en tout cas la dernière Game Week, j'ai quand même passé un peu de temps à scouter pour acheter les joueurs là en quasi dernière minute. J'avais vu quand même que les joueurs intéressants au niveau de leur scoring, comme tu les appelles les merguez, mais qui ont des match-up, ou bien je prends un Bismack Biyombo par exemple, qui profite de la blessure de DeAndre Ayton à Phoenix. Voilà, malgré qu'il ait un super score de merguez, son prix était quand même assez élevé. Ou un Bol aussi d'Orlando, là, son prix, honnêtement, j'étais vraiment étonné. Il était vraiment plus cher que certains role-players, quoi, parce qu'il avait un scoring évidemment intéressant. Mais donc tu vois aussi quand même qu'il y a des managers qui sont prêts un peu ce que tu fais là, ce que tu faisais en limited pour le foot là, où t'achetais des joueurs entre guillemets, tu les louais pour la Game Week et puis tu les revendais juste après. Pour moi, il n'y a pas de secret, ça coûtera éventuellement, c'est forcément plus d'investissement de départ à faire cette stratégie-là, mais c'est le seul moyen vraiment de pouvoir espérer remporter un contest. C'est de faire de l'équipe sur mesure, game week par game week. T'as pas d'autre choix. Comment est-ce que tu vois le futur de la NBA, toi qui as quand même participé là de très nombreuses enchères, vu le nombre de joueurs que tu as dans ta galerie. Est-ce que tu as vu apparaître des nouveaux noms de managers, ou bien tu te dis il y a quand même pas mal de managers qu'on retrouve dans le foot ou dans la MLB? Je regardais les chiffres un peu plus en détail là. Je me suis renseigné. J'ai lu que on avait à peu près 4000 nouveaux managers entrants avec plus de 5 cartes. Ça a été l'effet d'après 18 octobre, date du lancement de la NBA. En revanche, ce que j'ai lu et qui peut être aussi intéressant, c'est que 90% des nouveaux entrants ayant créé un compte spécifiquement pour la NBA sont hors US, ne sont pas des résidents américains. Donc c'est quand même étonnant très étonnant, pour une discipline quand même vouée à pouvoir attirer les Américains, qui finalement ne l'est pas. Alors peut-être qu'à terme il y aura des campagnes marketing dédiées pour pouvoir cibler toute cette niche de joueurs en plus passionnés par le fantasy sport. Est-ce que les Américains ne sont pas encore convaincus par le modèle ou pas? Je ne sais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux States, t'as quand même des équivalents. Alors pas d'équivalent NFT comme Sorar, mais dans le monde du fantasy sport, t'as des sites comme DraftKings, t'as des price pool à $1 million. Donc, quel serait l'intérêt pour eux de venir sur Sorar pour le moment pour espérer gagner des Trae Young en rare à 700 € ou j'en passe. Donc, quand tu es focus sur quand tu es résultat orienté, un peu plus orienté argent, il n'y a pas forcément un intérêt, je pense. Après, il faut voir si l'aspect collection peut jouer. Ouais, donc c'est quand même un avis important. Donc pour toi, c'est pas encore à même de pouvoir attirer des managers qui sont sur DraftKings. Il y a un palier à franchir, après à savoir comment convertir toute cette masse de joueurs. Après t'as la hype, comme tu dis, les joueurs. Moi je me rappelle j'en ai déjà parlé quelques fois sur le podcast de NBA Top Shot, qui était le projet NFT avant Sorar NBA, puisqu'il était sorti fin 2020. Et c'était un projet dans lequel j'étais rentré assez rapidement. C'était à l'époque où tu avais encore des paquets que tu pouvais acheter sans devoir faire
la queue et un tirage au sort parce que t'avais parfois, donc tu es au sommet d'NBA Top Shot, t'avais 150 000 personnes qui faisaient la file, qui attendaient le tirage au sort pour, par exemple, 5 000 paquets, tu vois. C'était de la folie, mais à cette époque-là, t'avais des streams en live de joueurs NBA. Et un des joueurs NBA d'ailleurs qu'on voyait et qui était fou d'NBA Top Shot, c'était Terence Ross d'Orlando. Ouais, il était à fond dedans, puis t'avais d'autres joueurs NBA à fond dedans, et donc ça a une hype, ça a explosé. Et puis Dapper, la société donc qui était derrière NBA Top Shot, a commencé à sortir des paquets avec des raretés de plus en plus larges. Il n'y avait pas de gameplay, c'était vraiment de la collection. Et là, les prix se sont évidemment crashés parce qu'il y avait de plus en plus de cartes d'un même joueur. Au début, c'était limité, je sais pas moi, à 5 000, puis c'est passé 30 000. Mais si Sora je pense qu'il y aura quand même moyen, si je me rappelle bien, ils ont négocié non seulement avec la Ligue, mais également avec l'association des joueurs, qui a un poids important aux États-Unis, donc les associations de joueurs dans les sports pro. Donc là, je pense qu'on pourrait, je l'espère en tout cas, qu'il y aura des mises en avant de Sora NBA par l'intermédiaire de joueurs pro, quoi. Mais après, dans ce que tu dis, c'est vrai que le fait que NBA Top Shop ça soit un peu craché, ça peut freiner d'éventuels nouveaux acteurs et surtout de nouveaux managers, quoi. Le crash des marchés NFT a clairement refroidi beaucoup d'Américains. Ouais. Ça, c'est une certitude. C'est que Sora NBA serait sorti il y a plus d'1 an. Je pense que ça aurait fait un boom monstrueux. En même temps, bien sûr, c'est sûr. Ouais. Là, aujourd'hui, les premiers qui sont rentrés et qui ont cru dans les NFT, c'est les Américains, en achetant des trucs parfois utiles, mais parfois vraiment un ballon vide. Et là, malheureusement, il y en a quand même beaucoup qui ont été refroidis, donc il faudra passer par de nouveau, avoir confiance en ces projets-là et que ça soit mis en avant par des joueurs pros. Alors, le fait que Piqué est assez actif sur le marché NBA, ça peut aider, mais surtout les amateurs de foot, parce que il faudra vraiment que ça soit des joueurs NBA qui rentrent dans le jeu NBA pour que ça prenne de la hype. En tout cas, c'est ce que je pense. En dehors, évidemment, du marketing. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, après, moi, j'y crois, parce que je fais souvent référence au J2 de Winamax, mais l'engouement n'est pas du tout le même entre le foot et l'NBA. Tu vois, on pourrait croire que le foot étant le sport roi, la discipline la populaire du monde, elle attire forcément plus de joueurs, alors que c'est pas le cas. T'as des prize pools qui sont 3, voire 4, voire 5 fois plus importants en NBA qu'en foot. Et c'est surtout le fait que tu aies beaucoup plus de matchs. Tu vois, t'as 80 matchs par saison. Tu as des matchs tous les soirs, qui fait que l'utilisation de ton joueur en NBA, il est quand même plus, d'un point de vue marchand, en termes de rentabilité. Évidemment. Tu vas exploiter ton joueur. Alors quand je dis exploiter, ne m'en voulez pas, mais c'est l'utiliser. Tu as une forme de rentabilité quand même beaucoup plus intéressante en basket qu'en foot. Mais tu penses pas que le fait qu'il n'y ait pas de palier, tu penses pas que ça peut être un frein à certains managers, ou bien là, je sais pas trop, il faut que ça soit un vrai jeu, quoi. Ouais, la question du palier sur la NBA, on pouvait s'y attendre dans le sens où la MLB, tu n'en avais pas non plus. J'ai ouï dire que d'un point de vue législatif, je sais pas si c'est vrai, c'est avéré, mais peut-être que les US n'autoriseraient pas cette forme de prize pool ou de récompense, entre guillemets, sous forme monétaire. Je sais pas du tout. Donc la seule espérance de gain, finalement, elle est quoi ? Elle est le fait de remporter des cartes dont la valeur sera liée uniquement à l'offre et la demande. Donc tant qu'il y aura un engouement derrière tout ça, ça tournera. Mais il suffit de pas grand-chose pour que tout se crache, oui, finalement. C'est ce qui fait un peu peur, mais c'est le côté excitant. Faut prendre un peu de risque aussi, je pense. Ouais, c'est ça. Puis le jeu, voilà, je pense que t'avais fait une bonne introduction dans le sens où, ça demande la recherche, t'as un gameplay qui s'identifie, qui ressemble fort aux autres jeux fantasy avec du salary cap, donc qui permet de donner une chance à absolument tout le monde. Quels sont, d'après toi, les indicateurs clés pour performer en NBA? Alors, déjà pour finir avec la stratégie, je pense qu'en achetant les cartes dès maintenant, le risque c'est quoi ? C'est qu'il n'y a que 600 joueurs sélectionnables
En foot, on a 6000. Donc on va se retrouver au bout d'un an, c'est possible, hein, que dans le top 10, tu aies plein de similitudes sur les équipes, ou que tu aies même les mêmes équipes. Je pense que ça sera fort probable. Et donc le seul moyen de se distinguer, ça va être l'XP. Donc les joueurs ayant acheté leur carte le plus tôt auront quand même un petit avantage par rapport à ça, pour les premiers détenteurs de cartes. Après, pour tout ce qui est notion des indicateurs clés, moi, ce que je prends souvent en considération en premier, c'est le match-up. Il faut savoir que les sports US sont des sports de stats, donc tout est analysable. Et les notions de match-up, c'est pas comme en foot où t'as un favori, un outsider, tu vas prendre des joueurs parce que ils jouent dans l'équipe favori. T'as pas vraiment de notion de match-up poste par poste, alors que tu peux le trouver en NBA. Tu sais que tu as des postes forts ou des postes faibles par club selon les blessures aussi qu'ils peuvent prendre en compte, mais c'est évolutif tout ça au cours de la saison. De roster, quoi. Mais tu as pour chaque club des failles, et ces failles sont identifiables d'un point de vue chiffré, quoi. Ce qu'il faut prendre en compte, mon deuxième facteur clé, c'est le temps de jeu. Tu peux convertir l'espérance de points d'un joueur en rendement un petit peu fantasy points par minute. Tu vois, si tu as un joueur à faible L10 qui ne joue pas plus de 10-15 minutes habituellement et qui est projeté à 30 minutes en raison d'une blessure d'un de ses partenaires, tu peux convertir son rendement minute par minute sur son nouveau temps de jeu, par exemple. C'est ce que les Américains appellent le PER. PER, ok, je ne savais pas. Après, tu as aussi le nombre de tentatives par match. Tout en sachant que les déchets, donc les paniers manqués sont exclus du calcul. Tu as des matchs, on le sait, qui vont être présupposés à générer plus de points que les autres matchs. Et tu as surtout des clubs qui vont concéder des fois plus de tirs que d'autres. Et c'est là où c'est intéressant d'aller cibler des joueurs pour lesquels on sait qu'ils seront amenés à avoir de multiples tentatives de 3 points. Et là, il suffit, comme on l'a dit tout à l'heure, un soir où il a la main chaude, tu peux aller vite taper les gros scores. Et il y a quand même des paramètres à se méfier en basket. C'est la notion quand on dit favoris. Alors il y a favoris et favoris, mais des gros favoris, tu vois, tu peux trouver facilement donc sur AutoWire ou sur d'autres sites les scores projetés, donc l'écart de points entre les deux équipes. Et c'est là où je me méfie, moi, quand t'as plus de 10 points d'écart. Les fameux blowout. Exactement. Et ce risque de blowout, il est terrible parce que qu'est-ce qui se passe tu vois, un Giannis, un Milwaukee qui défonce Détroit, il y a de grandes chances qu'ils mettent au repos les joueurs clés au 4e carton. Voilà, exactement. Et ce qui limite quand même le potentiel de points de ton GOAT, quoi. Donc c'est quand même troublant d'aligner un joueur à 55-60 s'il est bloqué finalement à son L10, quoi. Quand tu alignes des joueurs, il faut toujours que tu te dises qu'il doit faire c'est ce que je commence à regarder là, pour un contender à 110 points, si tu veux être ITM, donc in the money, il faut à peu près 160. Donc tu dois générer 50 points de différentiel. Donc il faut que chacun de tes joueurs te rapporte en moyenne plus de 10 points par rapport à ce qu'ils t'ont coûté. Toute la recherche est là, je pense. Donc tes GOAT, en fait, tu vas essayer de les éviter quand ils ont des match-up sur papier facile. Je ne mets pas si je suis pas certain qu'il va rapporter 10 points de plus au moins par rapport à son prix. Le GOAT à 45, s'il n'est pas susceptible de pouvoir faire 55 au minimum, il y a peu de chances que je l'aligne. Donc par exemple, si t'as un Jokic et qui joue contre une équipe, je veux dire une équipe moyenne, mais qui n'ont pas un centre qui pourrait le contenir, là tu vas mettre ton Jokic, quoi. Ou un Doncic qui va jouer contre un petit Indiana, distributeur. les Warriors, ou les Lakers. C'est celles qui concèdent le plus de points sur les postes de centre. Il faut mettre Jokic. En revanche, tu tapes Cleveland ou Dallas, il y a un peu plus de résistance en face. Ou un Doncic qui va jouer contre un petit distributeur et qui pourra pas le tenir, tout simplement. Enfin, de toute façon, il est intenable. Mais bon. Et il y a, donc, on l'expliquait aussi rapidement tout à l'heure, mais le fait que t'aies des joueurs qui ont 2 matchs à jouer et d'autres qui en ont qu'un seul, je trouve que la question elle est vite répondue. Tu engages quand même beaucoup plus de risques à aligner le joueur qui n'a qu'un match, malgré qu'il soit un GOAT ou tout ce que tu veux, qu'il a un bon match-up. Je trouve que c'est assez perturbant. Et moi je suis quand même tenté la plupart du temps. On verra comment ça se profile à l'avenir, mais il faut quand même profiter de ces chances qu'on nous offre d'avoir 2 cartouches à jouer, quoi. Ouais, tout
tout à fait. Un autre aspect encore à tenir compte. Donc, pour résumer, tu parlais de contender. T'as bien expliqué comment est-ce que toi tu réfléchissais pour la composition de tes équipes, mais d'autres impacts, je sais pas. Le plus gros, le plus gros des gros. Donc, bien évidemment, tout ce qui est statistique, c'est des données qui sont fournies par une multitude de sites. D'ailleurs, en basket, tous les sites n'ont pas les mêmes stats, donc des fois, on s'y retrouve pas. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est quoi ? C'est les blessures. Et ça, si t'es pas tenu informé en temps réel des blessures à venir, si t'as pas toujours les certitudes quant aux titularisations de tes joueurs, notamment en basket, il y a une appellation qu'on emploie souvent qui est GTD, en Game Time Decision. C'est-à-dire que tu as constamment des joueurs en GTD tout au long de la saison. Et donc ça sera pas rassurant d'un point de vue de son potentiel d'alignement dans l'équipe. Et ça va te confronter à prendre du coup d'autres choix qui vont t'amener à remanier ton équipe. Et ça, ces remaniements d'équipe, ils vont devoir faits, comme je disais tout à l'heure, je pense, dans l'heure qui précède la clôture. Si tu veux vraiment 23 heures, heure française, quoi. Surtout que Sorare clôture 10 minutes avant le premier match. Donc, ça t'enlève des fois des infos, des sources d'infos qui peuvent tomber dans le quart d'heure qui précède, quoi. Mais bon, c'est quand même mieux que pour le foot, hein. Ouais. Enfin, c'est mieux, je sais pas si c'est mieux, mais si, c'est mieux. Si, c'est mieux. En général, ils sont blessés moins longtemps. C'est le vendredi, puis parfois t'as match le dimanche, 48 heures, ou parfois même le lundi soir. Vas-y, ils peuvent se passer énormément de choses en 48, 72 heures. Et puis l'avantage, je vais prendre un exemple concret, j'avais pris Desmond Bane pour la dernière Game Week, il était questionable pour les matchs qui arrivaient. Il en a deux. Enfin, il en avait deux puisqu'il les a joués. Il a pas joué le premier. Mais alors là, et le deuxième, il a joué. Donc, t'as quand même aussi cette chance-là. Si tu alignes un joueur qui va revenir, qui est questionable, s'il joue pas le premier, il y a peut-être des chances qu'il joue le deuxième si tu le choisis et qu'il a au moins 2 matchs. Il y en a même certains qui ont 3 matchs, mais c'est rare. Donc, ouais, mais dans le cas inverse, tu vois, t'avais des mecs comme Embiid qui avaient 2 matchs sur cette Game Week. J'imagine qu'Embiid étant la plus grosse value de cette Game Week, normalement, ça aurait dû être lui. Sauf qu'il a été annoncé à blessé un peu la dernière minute. J'ose imaginer que t'as bon nombre de managers qui l'ont sélectionné, spécifiquement pour cette Game Week en plus. Et là, de le voir out sur les 2 matchs, ça c'est autre chose. Risque, hein, le bonheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. Et après, donc tu disais, c'est par rapport si c'est mieux ou pas que le foot. Là où c'est moins bon, c'est que Sorare, entre guillemets, ça nous prive de nos soirées du vendredi soir. Autant le foot, tu peux enregistrer ton équipe le vendredi à midi. Là, le vendredi à minuit, tu ne peux plus sortir. Voilà. Et comment tu fais ? Tu regardes les matchs aussi ? Ouais, bon après c'est quand même relativement tard. Hein. Je regarde souvent les premiers matchs. C'est pas souvent les meilleurs matchs d'un point de vue médiatique. Puis je fais en fonction du planning de diff de Bein, quoi. Donc c'est Bein, cette faculté à choisir toujours les matchs un peu les moins sexy entre guillemets, de mon point de vue. Ouais, qui remonte le lendemain matin là. Mais par contre, je trouve plaisant de suivre les matchs en live sur Sorare Data avec cette évolution. Franchement, c'est quand même novateur ce qu'ils ont fait pour baigner dans ce milieu depuis longtemps. J'avais jamais trouvé de site qui proposait de suivre en temps réel ce scoring déjà. Il fallait se rendre sur des applications, soit Yahoo Fantasy, soit The Score. Alors que là, tu as vraiment, et chapeau à Maxime pour le travail fait, mais c'est de pouvoir condenser et visuellement l'évolution des points. Tu as même un détail statistique par équipe. Tu as les commentaires en temps réel. Franchement, et tu n'as pas besoin de réactualiser les pages comme ce qu'on devait faire pour le foot. Alors, c'est peut-être propre à mon ordi ou pas, je sais pas, mais c'est top quand tu vois tout le projet qui a été fait. Je vais parler comme un vieux, mais je me rappelle de l'époque quand j'étais ado. Ça remonte à très longtemps. Mais c'était le début d'Internet. Il y avait pas encore Internet dans les maisons. C'était vraiment rare. C'était encore, tu vois, avec le modem 56K là. Je sais pas si tu l'as connu, ce modem 56K. Mon père, il avait un bureau où il avait, en dehors de la maison, hein, bureau boulot. Et le vendredi et le samedi, je me levais pendant la nuit. J'allais discrètement derrière, enfin, je sortais de chez moi, j'allais dans son bureau, hop, PC, et j'étais
tellement fou des NBA qu'à l'époque, il y avait pas de rediffusion, il y avait pas de truc. Genre, il y avait je me rappelle le site ESPN et je faisais refresh pour voir les scores évoluer, tu vois. Et t'avais le Gamecast, tu vois, où tu vois les actions et je suivais les matchs NBA comme ça. T'imagines? Ou bien je les écoutais à la radio. Mais d'un point de vue textuel, alors non, parce que t'avais pas d'image. Ah, il y avait pas d'image. Mais on te retraduisait l'action. J'étais tellement acharné NBA, honnêtement, je bouffais NBA. Là, t'avais un niveau de. Ah non, mais j'étais complètement fanat. J'étais même abonné au journal USA Today, mais j'étais vraiment abonné. J'avais demandé à mes parents, tiens, tu veux quoi pour ta Noël? J'ai dit, je veux un abonnement USA Today. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, pourquoi faire? J'ai dit, comme ça, j'améliore mon anglais, et puis je peux suivre toute l'actu NBA. Et je te jure, il arrivait tous les jours, j'étais comme un gamin, j'allais chercher, je lisais les trucs. Franchement, là, voilà. C'était un autre monde, et aujourd'hui, voilà, tu peux suivre ça en direct sur Sorare Data. C'est magnifique. Ah, la technologie. Est-ce que tu as encore non, ça n'a plus rien à voir. Vraiment plus rien à voir. Est-ce que tu as encore des choses à rajouter par rapport au gameplay NBA? Je pense que t'as déjà donné beaucoup de conseils. Ouais. C'est pour clôturer un peu la thématique NBA. Tu vois, s'il fallait définir une piste de joueurs à suivre, on l'évoquait tout à l'heure, mais c'est vraiment tous les joueurs de L10 faibles, qui sont 2e ou 3e au niveau de la position hiérarchique sur chaque poste. Et donc ces joueurs-là pourront devenir des values en cas de blessure, de roleplay ou key player, comme on dit. En les achetant tôt, donc dès maintenant. Je fais pas la promotion. Je ne vous encourage pas à acheter. Sorare va te remercier. Mais il est possible que le facteur XP puisse faire la diff à un moment donné, lorsque vous serez confronté à d'autres équipes similaires. Ce petit point en plus peut-être vous permettra d'accrocher votre première médaille. Écoute, merci Guillaume pour tous ces détails sur la NBA et le gameplay qu'a préparé Sorare. Écoute, on va vite survoler le sujet d'actualité. Alors c'est au stade de rumeurs, mais c'est quand même des rumeurs qui ont été partagées par des médias anglophones très connus, comme Sky Sports par exemple, comme quoi il y aurait partenariat qui aurait été signé entre Sorare et la Première Ligue, qui est la ligue dorée de tous les championnats tout simplement mondiaux. Et qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont les informations que toi tu as pu obtenir? Alors c'est sûr que on attendait tous ça un peu comme l'arrivée du Messi depuis le temps qu'on en parlait. En soi, qu'est-ce que ça va réellement nous apporter, cette arrivée de la Première Ligue? Là-dessus, il y a pas mal d'interrogations. Ce qu'on savait, donc, c'était que la société que tu as citée tout à l'heure, la Consensus, initialement, c'était elle qui devait remporter l'appel d'offres. Et de ce que j'ai lu, donc ils ont dû revoir un peu, ils ont été amenés à renégocier leurs termes de contrat à la baisse. Et c'est là que Sorare a pu tirer son épingle du jeu. Ils ont fait une offre autour de 30 millions par an. Ouais. Je sais pas si c'est officiel. C'est ce que tu as lu dans un article, quoi. Après, c'est quand même la Première Ligue. Bon, c'est le championnat principal dans le monde. Et surtout le Royaume-Uni, t'as quand même une culture fantasy qui est différente de la nôtre. Je suis allé regarder par curiosité leur plus grosse ligue de fantasy. Donc c'est la Fantasy Première Ligue. Tu sais combien il y a de joueurs là-dessus? Ils sont 8,5 millions revendiqués, recensés en 2021. Et ne serait-ce que leur compte Twitter, Fantasy Première Ligue, 4,5 millions followers. Incroyable. Donc si là-dessus, c'est compliqué, tu vas pas tous les convertir. Il y a 10% qui arrivent. Mais tu vois, dans le commerce, un taux de conversion théorique moyen de 3%. Ne serait-ce que 3% de 4 millions, tu peux arriver à avoir 120 000 nouveaux entrants. Pas improbable, quoi. Non, c'est même la Mais bon, fourchette, avec ce qui se passe en NBA, ouais. finalement, je me dis que c'est pas si simple que ça. Où tu vois que la plupart des entrants, déjà, ce sont pas des Américains. Que t'en as que 4-5 000 qui ont finalement acheté 5 cartes. Je sais pas trop quoi penser de tout ça. Mais là où l'argument de poids pour Sorare, c'est quand même ça renforce leur image. Ils écrasent toute forme de concurrence. Donc la crédibilité est là. Et puis je lisais un article tout à l'heure. Ils ont la can flush des championnats footballistiques. C'est-à-dire que t'es vraiment les seuls au monde à avoir l'intégralité des droits de tout ce qui se fait de mieux dans l'univers footballistique, quoi. Ouais, c'est incroyable. Donc ça, c'est vraiment le missing link, le lien qui manquait, le lien manquant de chez Sorare. Et si effectivement ça voit le jour, la dernière fois, il y a une dizaine de jours, je me rappelle, il y avait le tweet qui a fait quand même buzzer avec quand Nicolas Julia a posté des yeux et puis il y a un bic, un stylo à côté, signé. S'il a mis ça, c'est que il
n'aurais pas mis ça, je pense, pour un championnat exotique ou une équipe. C'est qu'il y a du lourd qui se prépare. Oui, non, bien sûr. C'est quand même une victoire pour Sorare. Hein, on va pas se mentir. Ouais, magnifique. Bah écoute, on verra est-ce que les prochains jours, prochaines semaines nous préparent et si effectivement cette information super importante est confirmée ou pas. Guillaume, on va attaquer en volume de joueurs à potentiel, la première ligue, il y aura de quoi faire. Non, c'est ils vont nous bouffer, ça c'est clair. Ils vont nous bouffer. C'est ce que tous les managers espèrent aussi, c'est qu'il y a vraiment un afflux massif. Et puis attends, ça va générer beaucoup même de mouvements, je pense. Ouais. Et puis des joueurs, pouvoir gagner des joueurs. Enfin maintenant on peut gagner, c'est vrai, les joueurs de Liverpool, mais si on peut gagner des joueurs de la plupart ou de toute la première ligue, ça serait quand même magnifique. Moi j'attends ça, je t'avoue, avec impatience de pouvoir gagner un De Bruyne ou de pouvoir échanger, de pouvoir l'avoir, parce que là il a des prix, c'est juste pas possible. Il est au même prix que Kimmich, ça va pas. Guillaume, on va attaquer la dernière partie. Donc c'est le fameux questionnaire rapide. Alors tu peux choisir, répondre foot, basket, les deux, c'est comme tu veux. Okay. Ton joueur préféré dans la vie réelle et sur Sorare, pourquoi tu l'as choisi ou tu l'as choisi? Ça c'est Neymar dans la vraie vie. Comme Marine, il y a 2 semaines, elle m'a exactement dit la même chose, c'est Neymar aussi. C'est vrai. Ouais. Mais comme quoi, les grands esprits se rencontrent. Ouais, il faut croire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anti-Neymar. Je ne comprendrai jamais surtout pourquoi. Ça, j'ai l'impression. Ouais. Et là, de suite, tac, Neymar. Vraiment, je me concentre que sur l'aspect footballistique. Tout l'extra sportif, ça ne me préoccupe pas. Et moi, mon avis sur la question, parce que je trouve que le sport, mais il n'y a pas que le foot. Tout le sport en général tend à se robotiser, et moi, c'est ce qui m'énerve. Quand je dis robotiser, c'est que tout est devenu statistique. On te fait évoluer dans tel club à tel poste parce que tu pèses tel poids, tu mesures telle taille, ou tu cours quelle vitesse. Tu vois les mecs à Manchester City, ils ont tous des iPads à la mi-temps, où ils ont tous des schémas tactiques sur mesure. On a l'impression que tu n'as plus de liberté. Et ce que je retrouve dans Neymar, ce qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est un peu cet esprit rebelle. Tu vois, c'est un électron libre. Il casse un peu tous les codes. Et puis moi, surtout le football, ce que j'aime dans le foot avant tout, c'est pas tant l'aspect collectif. Bon, moi, je suis issu d'un sport individuel, donc c'est peut-être pour ça. Mais moi, j'alloue vraiment un amour pour l'art du dribble. Pour moi, le football, c'est que le dribble. Ok, au moins c'est dit. Donc un Vinicius, tu kiffes aussi à fond, quoi. J'aime beaucoup, ouais. J'aimais beaucoup Ben Arfa, tous les gros dribbleurs, j'aime beaucoup, en général. Ouais, mais c'est vrai que c'est les artistes. Ça pimente. Surtout quand c'est inné. Je suis un peu contre les gros travailleurs. Alors bon, c'est parce que c'est moins fantasque, mais tu vois, les mecs comme Messi, Neymar, qui te laissent transparaître que c'est des facultés un peu innées. Ouais, c'est du don. Ouais, je sais pas, ça me fait rêver, moi. Voilà. Et par contre sur Sorare, c'est pas Neymar parce qu'il coûte trop cher. Mais j'aime bien mon petit Mokhtar de MLS, d'ailleurs qui a été élu MVP, je crois. Et alors d'une part, il me facilite grandement mon choix de capitana. C'est simple, ça va toujours sur lui. Et c'est un mec qui te fait 75 de moyenne à chaque match, quoi. C'est un monstre. Il fait tout. Je ne sais pas au niveau de son avenir. Je ne sais pas s'il va rester au MLS, s'il va signer en Europe ou autre. Mais lui, tu vois, il faisait partie d'un trade. Avant, j'avais Enzo Fernandez, qui était le gros crack de River Plate. À son annonce de transfert à Benfica, j'avoue avoir un peu paniqué. Je ne pensais pas que Enzo puisse obtenir une titularisation et vraiment un rôle clé dans l'équipe si tôt. Et voyant son prix un peu s'effondrer, j'ai paniqué et je l'ai échangé avec Mokhtar plus Castellanos, plus un peu d'argent, je crois. Et moi, je me suis fait un peu avoir sur Castellanos. Mais bon, c'est le jeu. Tu vois, Castellanos typiquement, qui était le plus gros buteur MLS, qui a été transféré à Girone, antichambre de Manchester City. Malheureusement, c'est catastrophique, quoi. Ouais, pourtant j'ai vu le dernier match contre le Real. Il est pas mal, hein. Mais après, non, oui, alors quand tu regardes toi, Liga, en tant que joueur, si tu regardes le match, bien sûr, il a des qualités. Mais aujourd'hui, on est un peu tronqué à force de jouer à Sorare. Tu vas t'attarder sur les statistiques, sur son rendement. Et c'est là où il est pas bon. On va dire les choses, il sert à rien sur Sorare. Donc, il est à vendre. Ok, le message est passé. Alors, ton plus beau résultat, j'ai vu que comme j'avais dit au début, t'as une victoire. Alors, elle était dans quelle compète? C'était la spécialiste rare.
Ah, c'est beau ça. Moi, franchement, c'est mon contest préféré. C'est simplement là, je manque de gardiens pour pouvoir le faire en rare. Mais déjà en limited, c'était mon contest principal. Et c'est surtout la possibilité de gagner des rewards de division supérieure. C'est quand même, je trouve, en termes de value, c'est ce qui est le plus intéressant. Et c'est surtout le contest qui te pousse à aller un peu étudier un peu plus que les autres, quoi. En général, si tu révises bien, t'es récompensé, quoi. Un peu comme la NBA, quoi. Il y a pas de secret, les amis, il faut bosser. Il y a le facteur chance, hein, c'est sûr. Ça, personne ne le maîtrise. On n'a pas les recettes du bonheur ou de la maîtrise de la chance, mais bon. Et t'avais gagné qui? Parce que je présume que c'était ta plus belle récompense aussi. Je m'attendais à Mbappé, que veux-tu, mais j'ai eu un petit japonais au nom de Araki, que d'ailleurs Deglingo MPG m'a racheté, donc en super rare, hein. Mais bon, ne jouant pas en rare pro ou dans les divisions supérieures, je préférais le revendre pour pouvoir investir ailleurs. Ouais. Après, j'ai eu la chance d'avoir d'autres belles rewards, hein. J'ai eu Shakir, le gardien de Trabzonspor, Pedro Goncalves. Bien. Quand il était bon, hein, parce qu'en ce moment c'est une catastrophe. Puis c'est vrai que quand t'as des rewards T0, T1, ça te booste et sur l'aspect amour du jeu de Sorare, donc qui te pousse à continuer à vouloir progresser, et puis surtout ça augmente la qualité de ton effectif globalement. C'est en ça où cette notion de pouvoir progresser dans le jeu, que tu retrouves un peu dans Football Manager, on peut trouver des similitudes, tu vois, tu es constamment dans ce perpétuel envie de développer ton club, quoi, de l'améliorer. Tout le temps. Bon, t'avais parlé du positif, alors négatif, plus gros coup de poisse. Bon, je vois qu'il y a Maximiano dans ta galerie. J'en ai eu quelques-uns, beaucoup de blessés. Voilà, les blessures, c'est des paramètres non maîtrisables, donc c'est pas vraiment. Je les inclurais pas là-dedans. Par contre, s'il fallait que j'élise mon plus gros coup de poisse, ça serait sûrement Maximiano. Bien que je l'ai eu en reward, donc j'ai pas trop à me plaindre. Ah ouais, bon, ça va. Ouais. Mais je comptais beaucoup sur lui cette saison parce que c'est un gardien U23 qui a été transféré à la Lazio, qui venait de Grenade. D'un point de vue vraie vie, hein. Il a une bonne valeur marchande, il a du bon potentiel. Bref, il était prédestiné. Il est prédestiné toujours à une belle carrière. Sauf que la Lazio n'y voyait pas de cet œil, donc ils lui ont quand même laissé l'opportunité de faire le premier match de la saison en tant que titulaire, hein. Dans la hiérarchie des gardiens, il était censé être le numéro 1. Donc vous avez bien compris qu'aujourd'hui il ne l'est plus. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Au bout de 6 minutes de jeu de son premier match de la saison, carton rouge. Et j'ai revu les images, c'est quand même aberrant. Il est sorti de, 5-10 cm. Je sais pas, il était un peu en stress, le garçon. Et le pire pour lui, c'est que Provedel, donc qui vient de Spezia, il est maintenant carrément sélectionné en équipe nationale, quoi. C'est le troisième gardien de l'équipe nationale. Donc, il est pas prêt de revoir le jour. Donc c'est pour ça que j'espère pour toi et pour moi et pour tous les détenteurs de Maximiano qu'il soit prêté dans un autre club. Et franchement, la carrière d'un gardien, ça se joue à rien. C'est fou, quoi. Ouais, c'est fou. 6 minutes pour foirer ta carrière. Bon, il est parce encore que si jeune, tu passes à son ça niveau nous pas. saison à ne pas jouer, sur ton CV, ça fait quand même tâche, hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, ton joueur à suivre? Alors, en foot, même si je suis pas très orienté MLS, je trouve ça très intéressant. Alors, championnat, je parle pas footballistiquement, techniquement ou autre, mais sur Sorare, je trouve que c'est très plaisant à jouer, d'un point de vue rapport qualité-prix. Et j'aime beaucoup, moi, comme j'aime les jeunes, Tolkien, c'est un joueur du Red Bull, c'est un latéral gauche. Il est aussi en équipe nationale U20 pour les US. Et je l'aime beaucoup, surtout depuis le nouveau scoring. Alors, j'ai toujours du mal à me remémorer, soit que c'était la Game Week 300. On va vérifier l'avant-après, ça se trouve je dis des bêtises pour lui, mais j'ai l'impression que les latéraux, depuis la Game Week 300, ont une renaissance, quoi. Pas pour tous, hein. Pour Hakimi, c'est pas forcément le cas. Mais globalement, je trouve qu'il y a des affaires à faire sur des latéraux pour lesquels jamais j'aurais misé un copec avant la Game Week 300. Parce qu'ils étaient exposés à trop de pertes de balles, à trop de points négatifs. Alors, j'ai pas étudié en détail le nouveau scoring et autres, mais c'est la sensation que j'en ai, moi, largement. Pour le coup, t'as des joueurs aussi qui sont un peu dont on attendait beaucoup. Bon, il y avait Trent Alexander-Arnold, mais quand tu regardes, c'est un peu tout Liverpool qui a difficile cette saison. Un des GOAT aussi qu'on annonçait comme latéral, c'était Théo Hernandez. Et là aussi, c'est compliqué ces dernières semaines, depuis sa blessure, je pense. C'est vraiment compliqué. Tu parlais de Hakimi, effectivement. Le problème, c'est qu'au PSG, c'est difficile d'avoir des joueurs décisifs à part le trident. Là, c'est vraiment compliqué. Ils ont 80% des buts, voire plus. Donc voilà,
c'est un peu difficile. Après, j'ai si aussi un joueur à suivre en basket. Vas-y, c'est ce que j'allais te poser d'ailleurs. Ah bah franchement, parce qu'il vaut le coup en ce moment, hein, c'est pour ça. Enfin, quand je dis vaut le coup, encore une fois, je ne vous incite pas. Mais Joel Embiid, c'est pas des conseils financiers. non, du tout. C'est que de la perte sèche. Joel Embiid, Philadelphie, 28 ans. Et franchement, il est en méforme actuellement. Qui dit méforme dit un L10 qui est quand même plutôt faible. Il est en dessous de 40, je crois qu'il va avoir 38 ou 39. Et il a un prix autour de 700 €. Alors moi, je ne compte qu'en euros. Venez pas m'emmerder avec vos ETH et autres. Et lui, et pour moi, il est au même niveau que certains GOAT, comme alors les spécialistes vont me contredire, mais en termes de rendement, je trouve qu'il est tout autant capable que Giannis ou Morant, Jokic, etc. Et lui, bah, c'est par contre le seul aujourd'hui que tu peux faire rentrer dans une équipe contender qui peut aussi d'être un bon apport sur la champion. Ouais, tout à fait. Et il tire à 3 points, il est pas maladroit. Il est déjà vachement plus adroit que Giannis, ça c'est sûr. Je connais pas ses stats. Je crois qu'il est quand même moins adroit aux 3 points qu'un Jokic, mais c'est vrai que j'aime c'est un joueur qui est hyper complet. Ouais, je trouve que les centres sont quand même avantagés d'un point de vue scoring globalement, parce qu'ils cumulent à la fois les points plus les rebonds. T'as 1,2 points pour chaque rebond. Les contres, 3 points, ouais, c'est quand même... Ouais. Et puis si ça chutait à 3 points, bah, c'est encore une corde que tu rajoutes à leur arc. Effectivement. Voilà tout pour les joueurs à suivre. Ok. Alors, la petite question, si tu avais Nicolas Julia devant toi, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ? Ah bah déjà, enchanté, merci. Mais après encore. non, pour le jeu, ouais, si par rapport moi il y a un truc qui j'allais dire m'insupporte, mais c'est pas le mot. Moi j'ai pas le temps à passer par WhatsApp, Messenger, Discord, nanana. Quand est-ce qu'on pourra faire des contre-propositions, qu'on pourra dialoguer avec les autres managers sans vraiment passer par un autre réseau social, quoi. Il nous faudrait idéalement un espace de chat propre à Sora. Ça, c'est intéressant. C'était ma demande première. J'aimais bien dans le temps, dans l'Underdog, il n'y avait pas d'histoire de on enlève un joueur. Tu crées un contest, c'est 5 joueurs, point barre. Donc pourquoi est-ce qu'on enlevait ce gardien obligatoire en Underdog ? Parce qu'aujourd'hui, donc tu n'as plus forcément la possibilité. Parce qu'il est cher. De passer d'un gardien. C'est pour ça, c'est parce que c'est un budget qui est plus important. Ouais, mais bon, que veux-tu ? Et nous, alors, qu'est-ce qu'on fait des gardiens qui ont 40 de moyenne toute l'année ? Finalement, ils nous servent à rien. Pour la spécialiste. La spécialiste. Ah oui, s'il a moins de 40. Ouais, c'est vrai. Et quand est-ce qu'on lancera des SO11 ? Ou un système où on pourrait, tu vois, se confronter avec d'autres managers sous forme de heads-up ou des championnats. Pour moi, il y a des trucs à faire. Et j'aimerais aussi, franchement, mon rêve. Je trouve que ça serait cool et fun qu'on puisse créer un contest type communautaire, tu vois, où il serait possible de constituer une équipe de 11 joueurs, mais à plusieurs. Tu vois, toi, tu m'apportes tous tes goats. Ouais. Mais qu'on limiterait, je sais pas, à l'apport 3 joueurs max par joueur. C'est l'idée de guild, je sais plus qui avait dit ça, c'était SRR1, je pense que c'était SRR1 qui avait c'était lui qui avait parlé. Mais sans que ça engendre derrière, tu vois, de la perte d'XP ou des transferts. C'est juste que tu places le joueur dans cette équipe communautaire, du coup il est utilisé, tu peux pas l'exploiter dans un autre contest. Et par contre, tu ne peux pas remettre en reward des cartes, ça je l'entends bien, parce que tu vas pas découper une carte en 3 ou 4 participants. Donc il faudrait que de l'ETH à gagner par contre. Ah bah au bout d'un moment, ce soir, il faut qu'ils mettent aussi la main au portefeuille. Et les managers, dans ce cas de figure, ils toucheraient une commission proportionnelle à la somme des points de leurs joueurs impliqués sur l'équipe de 11. Voilà le modèle. Ok. Et quoi d'autre ? Tant que tu y es, parce que t'as pas monté une seule chose, mais plusieurs choses. Tu vois, alors je sais qu'ils parlent souvent de la Web.3, le futur, nanana. C'est vrai que du coup, on n'a pas de limite. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas... Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour voir, tu vois, de pouvoir jouer à FIFA avec tes joueurs ou NBA 2K avec tes joueurs que tu possèdes sur Sora, sans que t'aies l'obligation d'aller les paquer dans leur système, où tu vois, pareil par rapport à la diffusion des matchs. Et c'est pas improbable qu'un jour Sora il réponde aux appels d'offres, et qu'il puisse diffuser, je sais pas, l'ensemble des compétitions, qu'on puisse regarder les matchs de foot, et un peu avec le modèle. À la fois, tu fais un mix entre ce qui se fait en Espagne et en Angleterre, c'est-à-dire t'incorpores les statistiques
statistiques propres à Sorare, tu vois, de manière imbriquée sur l'écran. Là, je lisais au Royaume-Uni, les commentateurs, comme ils font tous de la fantasy sport là-bas, et ben ils donnent leur point de vue en par match. Tu vois même la valeur des joueurs de la fantasy Premier League sur l'écran. Ils se chambrent entre eux. Je pense que c'est vers ça que Sorare se dirige. Non ? À terme, s'ils veulent devenir effectivement l'entreprise majeure dans le divertissement sportif mondialement, il n'y aura pas d'autre solution que détenir les droits de diffusion. Ça passe par là. Ça doit être dans les bacs. Écoute, voilà. J'ai terminé mon petit questionnaire. Alors on va se diriger vers les questions, mais c'est les questions des abonnés du compte Twitter. Mais je vois déjà que tu as déjà répondu. Donc il y avait DC Sorare qui demandait comment est-ce que tu vas fonctionner en SO5 sur les 2 compétitions, à la fois Contender et la Rare. Mais tu as tout expliqué. Franchement là, je crois qu'il y a pas grand-chose à rajouter vu le pool de joueurs que tu as et que tu comptes avoir. Alors il y avait Objectif Thune. J'aime beaucoup. On sait pourquoi il est là. C'est pas mal comme pseudo, j'aime bien. Ça fait un clin d'œil à notre Tintin national chez nous. Investis sur moi. Alors Objectif Thune, il te demande quelle est la meilleure stratégie à adopter, privilégier 2 joueurs à haute moyenne et 3 faibles. Ça aussi, t'as tout expliqué en détail. Et dernier, c'était Vesti qui était présent lors du drink au mois de juin à Paris. Quel serait pour toi le gameplay le plus fun ? Est-ce que ça serait un SO3, un joueur à chaque poste pour la NBA Non, moi j'ai été critique aussi. Dans ma critique, c'était par rapport au poste là que tu peux mettre 5 gardes, 5 centres. Moi j'ai un problème par rapport à ça, parce que ça reflète pas ce que tu trouves sur un terrain de basket. Alors j'avais expliqué que le basket moderne aujourd'hui, le basket a évolué, comme le foot, etc. Mais le basket, c'est vrai que c'est maintenant plus rare de trouver systématiquement dans chaque équipe 2 arrières, 2 ailiers et un centre. T'as des équipes qui jouent avec 3 arrières, t'en as d'autres qui jouent avec 3 ailiers, le fameux small ball. Donc mais je trouve quand même que ils auraient dû fixer, je trouve au moins style 2 gardes et un forward, quoi. C'est pour que ça reflète quand même une certaine réalité. Tu peux distinguer les centres, je pense qu'ils ont un rôle à part, mais c'est vrai que sinon ils sont tous amenés. En fait, j'ai l'impression que les postes ils sont là un peu pour nous faire plaisir, quoi. C'est plus pour le grand public, allouer un rôle à un poste, mais c'est pas nécessairement le cas en vrai sur le terrain. Ils sont amenés à évoluer finalement dans ces systèmes de jeu où ils enrôlent un peu tous les postes. Puis en cas de blessure, ton center il va prendre le rôle de power forward. Et inversement, mais bon. Tu pourrais effectivement. Tu trouves jamais 5 gardes en même temps ou 5 centres en même temps. Oui, je suis d'accord. Y a pas. Tu pourrais définir mais tu te fais manger. 3 postes. Tu pourrais faire garde, forward et center, effectivement. Ouais. Après, en même temps, imposer au moins la présence, avec la présence obligatoire d'un sur chaque poste. Ouais, je trouve. À la limite, centre, t'as des équipes qui jouent sans centre, mais t'as des équipes qui jouent avec 2 centres, mais je trouve que, à la limite, bloquer, obliger une équipe d'aligner un centre, je dis peut-être pas, ça peut rester une option, mais 2 arrières, t'as toujours 2 arrières. Et un ailier, après, il faut quand même que le modèle, il faut qu'il reste simple, parce que déjà que c'est pas simple, en soi, je trouve. Si maintenant il fallait faire des recherches de value au poste par poste, moi je m'en sors plus. Tu dois arrêter de tout analyser comme ça. Non, mais c'est vrai, ça doit rester accessible. Mais voilà, ce gameplay là pour toi, il est amplement suffisant. Il est top, j'aime bien. Il y a peut-être des choses à rajouter. Ce qui se fait alors j'aime beaucoup comparer avec le JDE parce que pour moi c'est quand même l'origine du fantasy en France. Mais ils ont un système de remplacement automatique. Tu vois, si un de tes joueurs par malchance ne joue pas ou se blesse pendant le match, tu aurais une possibilité d'avoir un poste remplaçant. Quoi. À voir comment comptabiliser ces points, mais pourquoi pas, mais si et d'ailleurs, ils devraient le mettre en foot aussi, alors où tu peux aussi mettre un remplaçant. Sur les gros sites US, eux, ils font des poules de 9, c'est des SO 9 pour la plupart. Okay. DraftKings, RotoWire, c'est ce qui te force finalement à avoir des joueurs de banc. Mm-hmm. Mais non, après forcément je suis premier en ce moment de la c'est vrai, le modèle est parfait. C'est magnifique, changez rien, comme ça je peux gagner tout le temps. Ah non, mais ce sera pas le cas. Là, j'ai la chance que Tyler Hero. Là, tu vas avoir c'est ce que je pensais. Tu voudrais qui ? Vas-y, tu voudrais qui ?
Tu voudrais J'ai regardé qui ce comme qu'avait joueur gagné. J'ai regardé ce qu'avait gagné le manager qui a remporté la dernière Game Week en rare contender. Et il a eu Trae Young, qui est mignon en soi, c'est très bien. Hein. Je m'attendais plus à un GOAT, quoi. Quand je dis un GOAT, c'est Jokic, je pense que c'est Tocumpo, Giannis ou Morant. Bah écoute, ça sera peut-être pour toi. Hein. C'est une loterie, donc ça tourne. Donc là, peut-être que t'auras... Tu penses que c'est une loterie? Bah je sais pas, parce qu'on n'a pas de visibilité sur les tiers. Si, c'est une loterie. Ah oui, non, on n'a pas de visibilité sur les tiers, ok, mais à l'intérieur du même tiers, c'est la loterie, quoi. Sinon, en foot, tout le monde gagnerait. Et il n'y a plus de joueur, T0 d'ailleurs, ça commence à T1, j'ai vu. À contrario du football. Ouais, parce que ça va évoluer. Comme tu dis, à une bite qui va peut-être tomber en T2, j'en sais rien. Ouais. Bon bah écoute Guillaume, on est arrivé à la fin. Voilà, l'air de rien, il y a une bonne heure 30 qui est passée. Ça passe vite. Ouais, c'était un chouette moment. Écoute, je te remercie d'avoir amené toutes tes précisions et ton analyse vraiment détaillée du gameplay NBA. En tout cas, je tiens à souligner vraiment le professionnalisme de Mediasorar, hein, que ça soit et dans l'approche, en amont, et là aujourd'hui pour le montage du podcast et autres, j'étais surpris de l'organisation dans laquelle vous travaillez. Moi qui travaille un peu dans le milieu des médias, franchement, vous n'avez rien à envier à certains grands groupes dans votre manière de travailler. Je passerai ça à mes collègues parce que c'est eux qui font tout le travail. Moi, je suis là, je t'interview, j'ai le côté facile, tu vois. Non, mais ça fait très plaisir et écoute, j'espère qu'on pourra se voir. Pourquoi pas sur un terrain de tennis, un de ces jours, que ça soit. Ah, avec plaisir. Alors, je sais qu'il y a une hype autour du paddle. Là, vous êtes nombreux à jouer au paddle. Il faudrait que je m'y mette. Je sais pas où il y a des cours, quoi, c'est ça, mais ouais, pourquoi pas. En tout cas, écoute, si tu joues au tennis, c'est vrai que c'est assez spécifique, hein, mais si tu te débrouilles bien en tennis, honnêtement, c'est bon. Hein. Tu pourras te débrouiller au paddle sans problème. Après, c'est plus jouer avec les vitres et tout, c'est un peu plus compliqué, évidemment. Écoute, ça ferait plaisir. La prochaine fois qu'il y a un happening à Paris, ou si on en fait un à Bruxelles, écoute. Voilà. On va essayer de combiner ça peut être comique. Ça va changer du five là, parce que le five foot, moi, pas joueur de foot, moi, ballon mais pas foot. Okay. Guillaume, merci beaucoup. Merci à toi Mehdi, à très vite. À bientôt, salut. Merci pour ce que tu fais pour la communauté. Encore merci à Guillaume et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, on vous remercie de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast. Ça nous donne un sacré coup de pouce. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter comme d'habitude des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de Mediasorar.com. Mediasorar, le premier podcast francophone dédié à Sorar.